Cette vous entends conférence pas, va enfin moi je maintenant vous être entends pas. enregistrée. Ouais, est-ce que vous m'entendez là? Je Je viens de vous brancher mon vois et micro, je viens de Moi, brancher je ma vous entends. je caméra. vous entends pas. Moi, je vous entends, Anne. Oui, on vous D'accord. entend. Ça y est, c'est bon? Ok, La donc les autres caméra, vous entendent, donc ça vient de moi. C'est pas grave. Donc ouais. je coupe le micro et je vous laisse la parole. D'accord. C'est peut-être pas utile que je mette la caméra parce que le principal c'est le PowerPoint, mais bon, je vais peut-être mettre la caméra pour qu'on voit à quoi je ressemble. C'est un petit peu bizarre de parler à des gens qu'on voit pas. Par contre, je ne sais pas comment le faire. Si j'arrête le partage d'écran, peut-être, Émilie? Si on me voit, d'accord. Bon, donc je ne vous vois pas, mais je vous souhaite à tous la bienvenue. Je suis ravie de ce temps avec vous, donc dans des conditions qui sont pas totalement inconnues pour moi, parce que c'est un exercice que j'ai déjà fait, de faire des cours en ligne ou des présentations en ligne. Et c'est toujours un petit peu étrange de parler à des gens qu'on ne voit pas en face. Mais on a notre chat et donc on va pouvoir interagir, discuter, débattre sur le sujet qui m'a interpellée personnellement et partagé là-dessus. Alors pour répondre à Sandra, donc en fait, il y a des moments où je vais vous solliciter pour poser des questions. Voilà, donc je vous dirai, j'afficherai la question et je vous donnerai un petit temps pour répondre. Et puis, si je ne suis pas trop bavarde et si les échanges prennent pas trop de temps, mais on leur laissera du temps, on prendra aussi un petit temps à la fin, dans la mesure où forcément sur un sujet de ce type, on ne peut pas tout dire, on voit forcément les choses avec un prisme qui est le sien, et en l'occurrence le point d'entrée c'est moi qui veux vous faire une proposition, et donc j'ai à cœur aussi d'avoir vos retours, vos avis sur ce sujet. Alors pourquoi ce sujet? Parce que dans cette situation inédite de confinement, finalement, on s'est tous retrouvés à entendre les discours à la fois politiques, médiatiques, ceux des réseaux sociaux, ceux de nos amis, ceux de nos connaissances, de nos proches. Donc on entend beaucoup de choses sur comment les uns et les autres vivent cette situation-là. Et une des choses qui m'a interpellée, donc avec un regard philosophique, hein, qui est un peu ma manière de lire les choses, c'est les contradictions, les paradoxes, le nombre de fois où finalement on entend une chose et son contraire. Et j'avais envie de réfléchir à ça et de poser un petit peu des bases de ce que pouvaient être ces paradoxes et de ce que nous pouvions en faire. Voilà, donc pour démarrer cet échange, alors hop, je vérifie que mon PowerPoint fonctionne, ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Hop, voilà. Je voulais vous demander de m'indiquer les situations où l'être humain se trouve en confinement ou connaît un confinement. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit dans des situations concrètes que peut-être vous avez déjà vécues en dehors de celle-ci, où l'être humain peut être dans quelque chose qui s'apparente au confinement? Alors l'hôpital, oui, la dépression, la prison, oui, effectivement quand on est malade, quand on est immobilisé, ça va très vite, alors j'essaie de suivre. Dans un avion, c'est intéressant, après un deuil, à Gaza, effectivement, en situation de maladie. Vivre à la campagne, pour moi, fut une forme de confinement, des problèmes de soins, des problèmes d'espace, dans un sous-marin, oui, oui, effectivement, un cargo, un astronaute, en famille, oui. Alors c'est vrai que c'est plein de situations diverses que vous évoquez dans une caserne. Ouais. Donc vous évoquez souvent des situations où finalement on est enfermé dans un lieu, dans une secte. Oui, aussi, on peut penser à ça, où on est enfermé dans un lieu, où on est enfermé dans un code de manière générale et où on se sent contraint, bloqué, empêché en tout cas dans ses mouvements. Oui, alors prison, effectivement, il y a eu pas mal de parallèles qui ont été faits entre la situation de confinement qu'on vit et la situation des prisonniers, en particulier dans des études sur les effets, en termes de dépression ou d'anxiété, et les effets de l'isolement qui peuvent s'apparenter ou du moins, servir de point de départ, à ce que nous vivons. Certains ont pensé à des confinements un peu plus volontaires. On peut aussi penser, à un ermite qui s'isole tout seul, dans une montagne, dans une grotte, dans un lieu clos, à un moine.
il peut aussi vivre dans une, oui, quelqu'un le dit, la retraite religieuse ou spirituelle, c'est aussi une forme de confinement. La différence que je ferais, c'est qu'un ermite ou un moine, quand il s'isole volontairement dans une recherche de quête spirituelle, par exemple, alors que quelqu'un de malade, d'handicapé ou de prisonnier s'enferme, enfin se retrouve enfermé finalement du fait d'une contrainte qui le dépasse et qui lui échappe complètement. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on est dans une situation qui s'apparente davantage à celle d'un malade ou d'une personne, certains ont dit aussi atteinte de dépression, au sens où cet enfermement, on ne l'a pas choisi, on s'y résout, on l'accepte parce que ben, voilà, les circonstances nous l'imposent, mais on n'est pas du tout dans la situation d'un choix comme pourrait être celle ou d'un ermite ou d'un moine ou même quelqu'un qui se retrouve dans un sous-marin ou d'un astronaute où c'est volontairement finalement qu'il se retrouve dans cette situation-là. Bon, alors comme en philosophie, on se raccroche souvent et on s'appuie souvent sur des définitions, je suis allée chercher l'étymologie du mot confinement, alors qui date du Moyen Âge, hein, qui vient du mot confin, qui veut dire frontière en fait. Et se confiner au sens vraiment étymologique du terme, c'est vraiment aller jusqu'aux frontières ultimes d'un espace. Il y a presque l'idée qu'on va dans un recoin quand on est confiné. Et dans les exemples que vous donnez, il y a l'idée d'un espace clos, en fait, d'un espace restreint où on se retrouve sur les bords. Voilà. Et ce qui se passe pour nous, c'est bien un confinement qui nous est imposé, qui n'est pas choisi, qui n'est pas une retraite ou une quête personnelle, mais qui est vraiment de l'ordre d'une contrainte pour nous. Alors, qui nous impose cette contrainte? Bah, notre État, hein, l'État français, qui donc du coup nous fait vivre cette situation comme une contrainte totalement indépassable pour nous, puisque la transgresser voudrait dire transgresser la loi et que voilà et que on n'est pas forcément enclin à le faire, d'autant qu'on comprend les raisons de cette situation-là. Oui, alors si je lis pas assez vite le chat, il faut que je m'arrête de temps en temps pour bien lire les choses et puis qu'on arrive à interagir. Voilà, donc effectivement, Patrick signale on est dans une perte de liberté, tout à fait, telle que nous, en tout cas, on le vit aujourd'hui dans la situation qui est la nôtre. Donc, dans cette situation de confinement contraint, on se retrouve très clairement dans une injonction où c'est la loi qui nous dit bah, restez chez vous, il faut un papier pour sortir. Enfin, on est dans une privation de liberté assez considérable. Et du coup, j'ai été assez interpellée par les différents discours. Alors, il y a eu les interventions du président de la République, entre autres. Il y a eu les médias, il y a eu les réseaux sociaux, il y a eu tout un tas de choses qui m'ont amené à constater un certain nombre de contradictions, de paradoxes dans toutes les informations qui nous bombardent. Oui, ou alors il faut intervenir dans le chat ou couper vos micros pour pas faire d'interférence. Donc ce bombardement qu'on a eu d'informations est souvent très contradictoire et qui peut être très perturbant pour nous. Alors, un exemple, et on va en trouver, vous allez m'aider aussi à en trouver d'autres, un exemple que j'ai trouvé dans le discours du 13 avril du président de la République, que j'ai trouvé assez intéressant. Alors où il dit « Ce confinement tue à petit feu notre économie et il ne servirait à rien de mourir guéri. » Donc ce confinement tue à petit feu notre économie, ok. On sait bien que le confinement crée une crise économique sans précédent, je pense que tout le monde l'a entendu. Et rajoute le président, il ne servirait à rien de mourir guéri. Bon. Autrement dit, si je traduis alors ce premier exemple de paradoxe, le confinement nous tue parce que économiquement, il va mettre le pays à terre et certains, j'espère pas d'entre vous, mais on sera tous touchés par ces conséquences économiques. Et en même temps, il nous dit, il ne servirait à rien de mourir guéri. Bah oui, si on est en vie, mais que quelque part, on n'a pas les conditions de vivre d'un point de vue économique, comment allons-nous faire? Voilà. Donc, formule très paradoxale de notre président, qui nous renvoie vraiment de manière très directe à ce que c'est qu'un paradoxe. Et ce que c'est qu'un paradoxe, là, on en a un très bon exemple, puisque le paradoxe, c'est vraiment quelque chose qui va à l'encontre d'une opinion commune. Hein, dans l'étymologie, le grec doxa, c'est l'opinion, et para, ben, c'est ce qui va contre. Donc, ce qui va contre des opinions admises,
bah, comment faire que le confinement, au départ, on nous a dit ça va nous sauver la vie, et qu'aujourd'hui on nous dit bah, ça va nous tuer à petit feu puisque ça va mettre à bas notre économie. Bon, voilà un exemple de paradoxe. Et de manière un petit peu plus approfondie, le paradoxe est devenu donc chez les logiciens l'idée qu'on fait une suite de raisonnements avec plein de propositions qui sont chacune vraies si on les prend séparément, mais quand on les met de bout à bout, aboutissent à des choses totalement contradictoires et à des propositions qui nous laissent totalement démunis. Voilà. Donc ça, vous inquiétez pas, hein, si vous voyez cette définition, vous dites qu'est-ce que c'est que ce truc-là, on va le décortiquer, on va le reprendre, on va en trouver des exemples. L'idée, c'est on a différentes idées qui séparément sont justes et qui, mis bout à bout, nous amènent à des impasses ou à des abîmes de contradictions qu'on n'arrive pas bien à dépasser. Bon, bah clairement, là, le choix du président de la République de dire on confine pour sauver notre vie, mais en même temps, ça va nous tuer. C'est typiquement un paradoxe où chaque prémisse est juste, chaque proposition est juste, mais la conclusion nous met évidemment dans une situation délicate. Voilà. Donc partant de ce constat, je me suis dit, mais est-ce que finalement ces paradoxes, dans les contradictions dans lesquelles ils nous laissent, nous mettent pas mal à l'aise, voire sont pas générateurs d'anxiété, d'une anxiété énorme pour chacun d'entre nous, puisque finalement, on entend dans les médias une chose et son contraire, on entend dans les discours politiques une chose et son contraire, et que c'est tout à fait propice à nous sentir totalement impuissants, paralysés, à dire mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puisqu'on entend des choses contradictoires, à quel saint se vouer? Que doit-on faire si on est pris entre plusieurs feux et on ne sait pas lequel est le bon? Vous avez tous entendu les études contradictoires des médecins au sujet des vaccins, des antidotes, des tests, des masques, enfin de tous ces débats qu'on connaît en ce moment, où on entend une chose et son contraire et où il me semble que ça contribue pour chacun à un climat extrêmement anxiogène qui nous laisse assez démunis. Voilà. Alors je me suis dit, mais est-ce que finalement ces incohérences, ces contradictions qu'on vit, le fait de les penser, le fait de comprendre, de les décortiquer peut pas nous aider finalement à mieux vivre et à se dire: «Bon, bah, finalement, oui, on est dans une situation paradoxale, mais bah, prenons-en notre parti ou faisons avec». Et peut-être que la philosophie peut justement, nous aider à décortiquer l'incohérence des paradoxes et du coup à mieux supporter, mieux vivre, mieux, comment dire? Surmonter cette situation-là. Oui, tout à fait. Ne restons pas branchés H24 sur les nouvelles. Il y a eu un certain nombre d'études qui ont montré que c'était effectivement un facteur d'anxiété. J'ai lu des sondages disant que les gens qui avaient le niveau d'anxiété le plus fort dans cette situation étaient souvent ceux qui consommaient plus de 2 à 3 heures d'informations par jour. Effectivement. En même temps, les informations sont aussi nécessaires parce qu'elles nous permettent d'entendre ce qui se passe, de comprendre, de décoder les choses qui nous entourent. Et le tout est encore une question de mesure et de ne pas tomber dans les contradictions de pas assez d'infos ou trop d'infos. Alors, du coup, c'est un petit peu la question qu'on va se poser. En quoi les paradoxes peuvent générer du malaise, de l'incompréhension, de l'anxiété? Est-ce que la philosophie peut nous aider à les apprivoiser, à les dépasser? Sachant que les dépasser, ça ne veut pas dire trouver des solutions, mais dire, bon, bah voilà, il y a des choses qui sont contradictoires. Donc, on va identifier quelques paradoxes. Vous allez sûrement en trouver plein. On va en prendre quelques-uns et voir un petit peu qu'est-ce que certains philosophes en diraient. Et si vous êtes familier de la philosophie, vous trouverez aussi certainement d'autres pistes pour réfléchir ensemble. Et puis après, on verra qu'est-ce qu'on fait de tout ça et comment on peut vivre avec les paradoxes dans lesquels nous sommes plongés. Voilà, donc je pense que pour les micros, c'est bon. C'est une question d'habitude, hein, donc c'est vrai qu'il faut que chacun prenne l'habitude de se discipliner, ce qui n'est pas toujours évident. Alors, ne partez pas, c'est peut-être le moment un peu difficile de cette conférence, le moment où on va un petit peu creuser, ça me semblait quand même nécessaire, sur ce que c'est un paradoxe, qui est une notion philosophique et plus précisément qui est étudiée par les logiciens, puisque les logiciens,
ceux qui sont spécialisés dans la logique, sont aussi sont une branche en tout cas de la philosophie. Alors il y a plein de manières différentes il y a plein de types de paradoxes différents. On va pas rentrer là-dedans, on va pas rentrer dans les détails. Je vous ai donné quelques références à la fin si vous voulez creuser ça. Je m'arrête simplement sur un paradoxe bien connu, qui est un paradoxe bon, qui a plein de formes différentes, hein, vous pouvez lui trouver plein de formes différentes, qui s'appelle le paradoxe du menteur. Alors, est-ce que vous connaissez le paradoxe du menteur? Alors qu'il y a plein de formes, plein de manières différentes. Je vous ai mis en bas une petite illustration qui le dit d'une manière humoristique, hein. Et au-dessus, j'en ai pris une forme un petit peu plus classique, on va dire. Et donc cette forme, c'est tous les Crétois sont des menteurs. Et dans ce paradoxe célèbre, hein, le paradoxe du menteur, on a l'idée que finalement, si Épiménide prononce cette phrase en disant tous les Crétois sont des menteurs, soit il dit vrai et dans ce cas-là, il ment, puisqu'il est Crétois, et donc ce qu'il affirme n'a aucun sens, soit Épiménide dit un mensonge, puisque c'est un menteur, mais s'il dit un mensonge et c'est parce qu'il est un menteur, alors il dit la vérité, et donc la phrase est fausse. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que ça va pour vous? Oui? C'est bon? Ok. Voilà, donc j'ai fait la forme vraiment la plus simple du paradoxe du menteur, mais ce qui m'intéresse dans ce paradoxe-là, c'est finalement quand on lit un truc comme ça, on se dit « Ah, mais comment on en sort ?» Comment on échappe à cette évidence absolue que quelqu'un qui dit « je mens », à la fois il dit quelque chose de vrai et quelque chose de faux, ou ce qu'il dit est vrai parce que c'est faux, ou c'est faux parce que c'est vrai. Voilà. Mais il y a une espèce de circularité dans ce paradoxe du menteur qui fait qu'on n'en sort pas. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée que je veux que vous reteniez, c'est que le principe du paradoxe, c'est que on n'en sort pas, et que par quel que soit le bout par lequel on le prenne, il est forcément circulaire et il nous laisse un petit peu perplexe ou un peu interloqué en disant bon, et après, et alors? On peut trouver ça drôle, il y a des paradoxes qui sont très ludiques et très amusants, mais on dit bon, au-delà du jeu intellectuel qu'on peut apprécier, et après, voilà. Et ce et après, c'est un petit peu la perplexité dans lequel on peut être devant un paradoxe. Alors, on n'est pas logicien, vous, je sais pas, mais moi, très peu. Mais il y a pas mal de savants, de mathématiciens ou de logiciens qui se sont penchés sur ces paradoxes et qui ont essayé de leur trouver des solutions en passant par l'algèbre, ou en passant par des langages logiques. Je ne vais pas vous imposer ça, c'est pas du tout notre sujet, mais eux ont essayé de trouver des solutions logiques aux paradoxes. Bon, nous, notre propos, c'est juste de ressentir finalement ce que ça nous fait quand on est face à des propositions de ce type et on se dit ah ouais bon comment je sors de cette affaire-là. Voilà. Et il me semble que le confinement nous met un petit peu devant des paradoxes de ce type-là où on ne voit pas d'issue, où on se sent pris dans une impasse. Alors, cherchons ensemble quelques paradoxes. Je vous citais l'exemple du paradoxe du président de la République. Alors, j'ai trouvé une petite caricature qui redit la même chose, hein, que vous voyez à l'écran, et qui est quelque part imparable. C'est que si on veut survivre, il faut se confiner, mais en même temps, en se confinant, on menace notre vie sur un autre plan. Voilà, donc ça c'est le premier exemple que je vous soumets. Et la question que je vous pose maintenant, c'est les contradictions ou les paradoxes que le confinement soulève pour vous dans votre quotidien. À quoi vous vous êtes confrontés, ou quand est-ce que vous avez eu des sentiments un peu de vous trouver devant une impasse, telle que celle du paradoxe du menteur, où vous dites bah ouais, mais on peut pas à la fois survivre et être en danger. Est-ce que vous en voyez d'autres? Alors essayez de les formuler en mettant 2 mots. Par exemple, là, pour le paradoxe qu'on a dans le discours présidentiel, la vie, la survie, ou se sauver ou être en danger. Essayez de trouver 2 mots qui vous semblent s'opposer et être absolument inconciliables dans votre expérience quotidienne du confinement. Des choses que vous avez constatées. Alors, je vous laisse 2-3 minutes, hein, et j'essaie de relever les choses dans le chat avant que ça disparaisse dans le flux.
Ouais. Ah, c'est parce que j'essaie de remonter, excusez-moi, j'essaie de remonter dans le chat. Ok, il y a plein de pistes très intéressantes. Il y a beaucoup de choses sur la question de la solitude. Est-ce qu'on est seul? Est-ce qu'on n'est pas seul? Est-ce qu'on est isolé? Est-ce qu'on est avec les autres? Quand est-ce qu'on a besoin de solitude? Quelqu'un disait alone ou lonely. Donc, quand est-ce qu'on est seul au sens tout seul ou quand est-ce qu'on est seul au milieu des autres? La question du contact. Donc tout ça, ça me semble dégager une thématique qui est celle du lien social, très important. J'ai vu aussi une thématique sur, là on la retrouve, Christelle qui dit connecter distance physique. Oui, on l'avait plus aussi, quelqu'un disait le dedans, le dehors, la question de l'espace, et qu'il y a une espèce de tension un petit peu irréductible entre ça. Le business comme d'habitude et le télétravail, le temps de faire des choses. Alors oui, il y avait aussi ça, le temps, la question du temps, le temps de faire des choses et d'être plus libre, finalement d'organiser son temps et les contraintes qui sont quand même là, le travail qu'il faut faire perdurer entre temps. La planète se porte mieux, les hommes sont enfermés. Ouais. Est-ce que c'est un paradoxe? Est-ce que c'est pas, voilà, 2 choses qui découlent l'une de l'autre. La liberté et le contrôle, oui, il y a eu plusieurs personnes qui ont, isolé un paradoxe autour de la question de la liberté. La question du bonheur. Alors, il y en a qui ont dit: «Heureux, malheureux, est-ce qu'on est plus heureux? Est-ce qu'on est moins heureux? Qu'est-ce qu'on perd? Qu'est-ce qu'on gagne dans cette situation-là?» Et le fait que les choses sont aussi un petit peu entremêlées. Heu, ouais, alors la question de l'immunité aussi, oui, cette question de l'immunité collective, c'est que pour gagner en immunité collective, il faudrait pouvoir être en contact et que le confinement nous empêche finalement d'acquérir une immunité qui nous permettrait d'en sortir. Oui, ça c'est effectivement un paradoxe, assez indépassable. Repos, fatigue, ouais. OK, ben on a pas mal de matière. Alors je vous cache pas que je reprends aussi ceux auxquels, j'ai pu réfléchir et ceux sur lesquels j'ai un petit peu préparé en me disant: «Qu'est-ce qu'en penseraient nos des philosophes?» Donc ouais, cette question de l'amour, de la distance, heu, planète mieux, humain enfermé, c'est peut-être pas un paradoxe, oui, oui, il me semble que c'est plutôt un lien logique de conséquence. Dire que le fait qu'on soit enfermé fait que notre planète, souffre moins de notre agitation, qui veut dire pollution, qui veut dire, suractivité économique et cetera. Ouais. OK, ben, on a beaucoup de matière, merci beaucoup. Alors ce que je vous propose, c'est de se pencher sur quelques-uns. Je suis pas sûre qu'on ait le temps de tous les examiner et plus précisément de se pencher sur ceux sur lesquels, ben, j'avais enfin, très clairement, auxquels j'avais aussi pensé en me disant: «Tiens, qu'en diraient nos philosophes?» et qu'est-ce que les philosophes peuvent nous apporter, pour penser à des situations, comme celles que nous vivons aujourd'hui. Alors on a l'image du philosophe qui s'enferme ou qui se met, dans un état de méditation et d'isolement. C'est un peu une image d'Épinal.
c'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, on n'a pas de philosophes à ce jour qui ont construit une philosophie du confinement. Je pense que ça ne saurait tarder quand on voit enfin, si certains d'entre vous suivent les débats philosophiques à l'heure actuelle, je pense qu'on aura bientôt des philosophies du confinement. Mais n'empêche que parmi les philosophes du passé, hein, on a quand même pas mal de pistes qui peuvent nous aider à mieux appréhender justement ces contradictions-là. Alors j'en ai choisi 3, on verra, peut-être 4, on verra le temps dont on dispose. Celles que beaucoup ont mentionnées par rapport à la question de l'isolement, du lien social, le fait qu'on soit seul, qu'on soit ensemble, tout en tenant compte de la diversité de nos modes de confinement. Il y a des gens qui sont confinés tout seuls, il y en a qui sont confinés en famille, il y en a qui sont confinés en famille en ayant des espaces, suffisamment grands pour pouvoir s'isoler. Il y en a qui sont confinés en étant un peu les uns sur les autres. Enfin, il y a autant de confinements que de situations personnelles. Mais je pense qu'on est tous confrontés du fait qu'on est enfermés chez nous, globalement. Certains travaillent, peut-être pas, enfin, certainement pas comme d'habitude. On est quand même confrontés au fait que notre lien social n'est plus comme avant. Et j'illustrais ça par cette petite caricature que j'ai trouvée et qui résume la question du lien social. Voilà, et qui dit, alors ce que certains ont dit quand ils ont mentionné finalement cette idée, on est à la fois seul et ensemble. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de formuler ce paradoxe d'une manière euh, un petit peu orthodoxe, hein, selon le principe en fait philosophique du fait que le paradoxe, c'est une idée vraie, une deuxième idée vraie et une conclusion contradictoire. Alors je ne sais pas si vous voyez mon texte là. Non, j'ai pas l'impression, parce que moi je le vois. Si, ça y est. Voilà, donc mon petit texte, pour reprendre le schéma finalement de ce qu'est un paradoxe, c'est ça. C'est que finalement, si j'arrive à le formuler, ce paradoxe du lien social, c'est le confinement nous confronte parfois ou toujours à une forme de solitude. Bah oui, on est tout seul chez soi, ou on est seul par rapport au fait qu'avant on était avec des collègues, des amis, des proches, de la famille, etc. En même temps, c'est vrai aussi que le confinement crée des nouvelles occasions d'être ensemble. Je pense au numérique. Bah, le fait qu'on fasse cette conférence, c'est le signe qu'on est capable d'inventer des nouvelles formes de sociabilité, des nouvelles manières de partager, d'échanger ensemble. Beaucoup d'entre vous ont entendu parler. Peut-être, est-ce que vous entendez? Est-ce que le son s'est remis? Est-ce que vous m'entendez? Ouais, oui. Donc c'est plus une personne qui avait un souci de son. Voilà, c'est revenu. Ouais, donc finalement, ce confinement, oui, il nous isole, hein, c'est indéniable, mais en même temps, il crée beaucoup d'occasions très différentes d'être ensemble. Certains ont dû faire des apéros Skype. Moi, on m'a proposé aussi un apéro salsa, des séquences de yoga, enfin, énormément de moments conviviaux où finalement on se crée de nouvelles occasions et des occasions différentes d'être ensemble, où la qualité de la relation à l'autre est assez différente de ce qu'on pouvait connaître parfois avec certaines personnes qu'on pouvait croiser. Voilà. Donc ça, c'est un paradoxe très intéressant qui est réellement paradoxal au sens où on ne peut pas le résoudre. On est bien d'accord que la situation d'isolement ou de confinement nous distancie des autres et en même temps nous amène à être en lien différemment. Ok. Alors, qu'en diraient nos philosophes ou certains philosophes qui ont fait écho chez moi dans cette question du rapport aux autres? Est-ce que les autres sont plus proches? Est-ce qu'ils sont plus lointains? Est-ce qu'ils sont à la fois plus proches et plus lointains? Enfin, voilà les paradoxes dans lesquels nous sommes pris. Alors, si je reprends bien mon schéma du paradoxe, hein, bah oui, on n'est plus seul, on est davantage seul finalement dans le paradoxe, et ça rejoint le fait que finalement on est privé de la présence physique des autres, du contact, de la proximité corporelle de gens qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas voir. Et on a beau dire, voir quelqu'un en visio, c'est pas la même chose que de le voir en vrai, en chair et en os. Voilà. Alors ça renvoie à ce que un philosophe donc français contemporain qui s'appelle Emmanuel Lévinas, que je mets son nom dans le chat, hein, vous aurez les références à la fin.
explore en disant finalement que le premier contact qu'on a avec les autres, c'est bien, ça passe bien par le visage, et que cette question du visage, elle est tout à fait cruciale au sens où elle nous expose, d'après ce que dit Lévinas, finalement une forme de nudité chez l'autre. Parce qu'on a des habits, on est habillé, on est couvert, et nos habits nous protègent et disent des choses de ce qu'on est. Et la chose vraiment qui révèle notre être et qu'on ne maîtrise pas, c'est bien notre visage, qui nous livre finalement et qui nous rend vulnérables dans nos émotions, dans ce qu'on exprime, à travers ce visage, à travers cette forme de nudité du visage. Ouais. Oui, Aline dit, on part à la rencontre de soi et on n'est pas si seul que ça. Ça, c'est intéressant comme question. Est-ce que finalement, quand on est seul avec soi-même, est-ce qu'on est vraiment seul? C'est une question très intéressante. Là, plutôt que solitude, il faudrait dire isolement dans le paradoxe que j'étudie, parce que je suis assez d'accord avec votre remarque, que la solitude n'est pas forcément une espèce de désert de l'absence du lien à l'autre, effectivement. Ouais. À lire sur cette thématique-là, j'ai failli l'utiliser, puis j'avais pas assez de place, le texte de Michel Tournier, Vendredi, les limbes du Pacifique, où il montre finalement que Vendredi, quand il se retrouve tout seul dans son île, au départ, il vit vraiment la solitude comme une souffrance, parce qu'il est seul, mais au sens, il n'arrive même pas à être seul avec lui-même, il est abandonné, et finalement, il arrive à reconstruire une forme de solitude vivable avec lui-même. Voilà, c'est un beau texte sur ça. Ouais, donc nous, pour ce qui nous concerne, l'idée de Lévinas de dire finalement notre premier contact et notre contact le plus fort, le plus authentique avec autrui, c'est le visage. C'est aussi parce que ce visage, comme je le disais, est vulnérable. Je peux lire les émotions, je peux lire des significations dans le visage de l'autre que lui-même ne voit pas forcément, ou dont il n'a pas forcément confiance. Et donc, du coup, ce que dit Lévinas, c'est vraiment que la relation éthique et authentique à l'autre se joue dans ce visage qu'on n'a plus sous les yeux et qui peut amoindrir finalement, à l'absence de l'autre, une forme de sens moral ou d'importance que l'autre a à nos yeux. Alors, j'ai pensé à deux choses. J'ai pensé quand Lévinas dit finalement que les soldats, pendant la guerre, signalaient qu'ils avaient du mal à voir leur ennemi dans les yeux et à tirer finalement quand ils voyaient le visage de leur ennemi. Pensez aujourd'hui au fait que quand on parle avec quelqu'un au téléphone, on n'a pas forcément le même lien avec lui et on va pas forcément employer les mêmes mots, on va pas mettre les mêmes significations et le même sens derrière l'échange qu'on a. On a peut-être un sentiment d'authenticité moins grand. Pensez au fait que quand on est au volant et qu'on a plus de facilité des fois à être impoli ou à sortir une insulte ou à ne pas prendre en considération l'autre, pas si facilement que si on l'a en face. J'ai pensé aussi en faisant mes courses, au port du masque, et c'est vrai que quand on a un masque, c'est pour ça cette caricature, je l'ai trouvée amusante. Quand on a un masque, finalement, j'ai remarqué que dans le supermarché, eh ben, on n'a pas la même attention à l'autre, à la caissière, à la personne qui passe à côté de nous, on se comporte pas pareil parce qu'on n'a pas accès au visage de l'autre, de manière aussi authentique et aussi spontanée, que nous l'avons dans un lien social, «normal» entre guillemets. Voilà, donc ça c'est une chose que Lévinas signale, c'est que oui, de fait, on est dans une forme de solitude qui nous prive d'autrui parce que nous sommes privés de l'accès à ce visage, à cette espèce de contact, corporel en chair et en os qu'on a avec autrui. En parallèle, deuxième idée vraie, et c'est ce que dit Thérèse, j'ai jamais eu autant d'échanges avec certains depuis le confinement parce que nous prenons le temps de nous croiser sur d'autres supports, notamment numériques. Oui, effectivement. Et donc, cette idée, ça crée aussi, quelqu'un d'autre dit, ça crée d'autres occasions d'être ensemble. Oui, alors ça, c'est un autre aspect, et c'est bien là où il y a un paradoxe, c'est qu'on est privé de la présence corporelle, et c'est une perte dans le lien à autrui. Et en même temps, on a inventé plein d'autres moyens, et on a démultiplié nos possibilités d'être reliés aux autres avec ce confinement. Plein de nouvelles opportunités pour nous, et je me suis dit: «Tiens, comment les philosophes appréhenderaient ce rapport à autrui qui passe par d'autres formes de sociabilité que la présence corporelle?» Et j'ai pensé à Maurice Merleau-Ponty, donc philosophe français du XXe siècle, heu, qui lui réfléchit sur le lien à l'autre
moins par la question du visage ou du corps, mais par la question du langage. Et j'ai trouvé que ça faisait tout à fait écho à ce que vous dites, à ce que nous vivons tous, à ce qu'on est en train de faire précisément. C'est-à-dire qu'on est en train d'échanger, de parler et d'utiliser les mots pour rester en lien et pour mener de véritables interactions entre nous. Voilà. Et Merleau-Ponty dit que le langage peut nous rendre présent quelqu'un. Alors peut-être que vous avez expérimenté que la présence par téléphone et nous donne un petit peu l'idée qu'on entend l'autre, qu'on entend la voix, et que la voix, c'est aussi un peu corporel. Il y a des intonations, il y a un rythme, il y a quelque chose qui nous rend l'autre présent. Mais en même temps, cette voix, elle est indissociable de ce que dit la personne. Et quelqu'un peut vous dire je vais bien, il peut vous dire je vais bien. Vous dites ah bon, vraiment, ça va, comment tu es? Ou alors vous dites ah mais je vais super bien. Voilà. Et donc l'intonation, elle donne quelque chose, elle donne une information aussi sur le véritable ressenti de la personne, et elle s'ajoute finalement aux mots qui sont prononcés et au sens qu'il y a derrière. Voilà. Et que c'est pas du tout la même chose que l'écrit, par lequel on a aussi d'autres modalités de communication ou de faire passer du sens. Voilà. Ouais, je vous donne la parole après. Donc Merleau-Ponty signale ça, donc l'importance du langage et le fait que le sens ne passe pas que par les mots écrits, mais passe aussi par la voix, par l'intonation, par tout ce qui est paraverbal finalement, si on veut parler une autre langue. Et notamment, il fait cette distinction que je trouve très intéressante entre ce qu'il appelle la parole parlée et la parole parlante. Et ce qu'il appelle la parole parlée, c'est finalement tous les échanges conventionnels qu'on a d'habitude, où on communique une information. On dit bah tiens, tu rentres à quelle heure? Ah oui, bah tiens, est-ce que tu as vu un tel? Est-ce qu'il t'a dit à quelle heure on mangeait? Tout ça, c'est on fait passer des messages de communication, mais on est dans une parole parlée, c'est-à-dire conventionnelle, voilà, où ce qui importe, c'est le message qu'on passe et ça s'arrête là. Et il fait la différence avec une parole parlante, où notre parole, elle exprime véritablement ce qu'on ressent, une idée, un point de vue, et où là, on est en situation d'exprimer véritablement quelque chose qu'on ressent et qu'on souhaite partager à l'autre. Voilà. Et ça faisait écho chez moi à quelque chose que j'ai vécu dans la situation de confinement où, précédemment, quand je pouvais dire à des amis ou des collègues, en particulier à des collègues, plutôt à des collègues d'ailleurs, «Est-ce que ça va?» ou «Comment ça va aujourd'hui?» On passe devant la photocopieuse, on va au café et on dit aux collègues, «Ah, comment ça va aujourd'hui?» Et en fait, c'est une parole conventionnelle. C'est ce que Merleau-Ponty appellerait une parole parlée. Voilà. C'est une manière d'engager la conversation. Voilà. Et je trouve qu'aujourd'hui, quand on demande à quelqu'un comment ça va, on s'attend à tout. On s'attend à ce qu'il nous dise qu'il est malade, qu'il a un proche malade, qu'il a vécu un deuil, qu'il se sent pas bien. Enfin, et je trouve qu'on a une attention finalement accrue aux mots et aux paroles qu'on peut échanger avec les autres, qui peut-être nous mettent davantage en lien avec l'autre que dans une parole dans une parole parlée, pour reprendre la terminologie de Merleau-Ponty. Voilà. Et donc dans ce contexte-là, je trouve qu'effectivement, tout ce que vous indiquez en termes de qualité d'échange, de modalités d'échange nouvelles, activent davantage Je l'ai pas cousu encore parce que déjà il a fallu que j'aille. Ah, il y a quelqu'un qui a son micro. Non, ouais, ça y est. Cette notion de parole, de parole Il y a parlante. quelqu'un qui a débranché son micro. Oui. Ça fait quoi? Vous êtes combien? Je sais pas, 96, j'ai l'impression. Voilà. Hop. Ça y est. Voilà, donc du coup, il y a à la fois dans ce paradoxe du lien social, comme je l'ai appelé, à la fois une perte irrémédiable et je pense pour certains très très dramatique du lien à autrui par la perte de la présence physique, corporelle, et en même temps pour ceux qui vont avoir une autre modalité ou qui vont passer à une autre approche du lien à autrui, un lien qui peut être tout aussi riche et tout aussi nourrissant par le sens, par le langage
Et oui, Françoise met l'attention aux autres. Et cette attention, oui, elle est à la fois paradoxalement dans la présence physique et dans l'échange verbal, oral, qu'on peut aussi voir comme un point d'entrée tout à fait fondamental dans la relation à autrui. Voilà. Et donc du coup, on retrouve bien ce débat qu'on a chez les philosophes que autrui nous est à la fois accessible par sa présence, tout simplement, par son visage, par son corps et par le langage. Et que le paradoxe du lien social, c'est finalement un paradoxe indissociable de la manière dont on interagit avec les autres. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez réagir à ça avant qu'on examine un autre paradoxe. Oui, ça c'est très intéressant, cette idée de Lizzie de dire finalement là le fait que le lien social ne s'inscrit pas dans des choses qu'on fait ensemble, mais dans du parler, dans de l'échange qui fait passer du sens, mais on n'est pas effectivement dans la fabrication, dans le faire ensemble. Effectivement, c'est une autre modalité importante. Ouais. Oui, 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 je suis d'accord avec ça, et c'est pour ça qu'on est dans un paradoxe et que la parole ne suffit pas. Elle nous donne une modalité d'accès à l'autre qui aujourd'hui nous nourrit et nous apporte beaucoup, mais elle ne fait pas non plus tout le lien à autrui. Et c'est bien pour ça qu'à mon sens, il y a un paradoxe qui nous met devant une forme d'impasse ou qui nous laisse en tout cas insatisfaits sur le fait que l'accès à autrui soit totalement satisfaisant dans la période qu'on traverse. Oui, le fait qu'on est dans l'être et on est moins dans le faire. Euh, ouais. Ok. Alors, un autre paradoxe que certains d'entre vous ont pointé, c'est cette question du rapport liberté-contrainte. Alors, attendez, hop, c'est pas par là qu'il faut que je passe. Alors, j'en avais mis un autre avant, mais hop, je vais le passer. Voilà. Donc, ce paradoxe liberté-contrainte, avec un petit peu cette idée, pendant le confinement, on est libre. Bon, alors je vous ai mis cette petite image. On est un peu dans notre bocal quand même si on est libre. Alors formulons ce paradoxe de la liberté et de la contrainte. Alors certains avaient dit, on est enfermé et on a des libertés de faire des choses chez nous. On est au travail, mais en même temps, on n'est plus libre d'organiser notre travail. Enfin, il y a plein de choses qui s'en mêlent dans ce paradoxe-là. Alors, l'idée vraie, puisqu'on est toujours dans ce schéma du paradoxe, il y a des idées vraies et puis ça nous amène à quelque chose de contradictoire. Alors, le confinement nous laisse plus de liberté. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'on est plus libre de notre temps? Alors, je sais que ça dépend beaucoup des personnes. Libre de rien? Non. Oui. Bon, alors je pense que ça dépend. Effectivement, si on est libre, qu'on est seul chez soi et qu'on peut organiser son temps comme on le souhaite et qu'on n'a pas de contrainte de travail, on peut dire qu'on gagne en liberté. En même temps, si on est seul chez soi, qu'on doit gérer le travail, les enfants, la maison et tout le reste, on se sent certainement moins libre. Je lisais ce matin une enquête sur les effets du confinement qui disait que ce sont les femmes qui vivent le plus mal le confinement ou qui sont finalement le plus en difficulté psychologique parce que c'est finalement elles qui assument la charge mentale de la maison, des enfants, du travail, 3 petits points, et qui du coup sont les plus en peine finalement pour s'organiser dans cette situation-là. Voilà, donc effectivement, il y a cette idée-là que on a plus de liberté, certes. On passe moins de temps dans les transports, on passe moins de temps dans les magasins, on passe moins de temps enfin, quoique quand on y passe du temps, mais a priori on y va moins souvent si on a la chance de pouvoir. Et effectivement, tout ça, ça dépend de quelle liberté on parle. Et là, on a vraiment, enfin, personnellement, je trouve la philosophie nous aide justement à décortiquer dans ce paradoxe de la liberté, de quelle liberté on parle. Je pense que c'est vraiment ça le vrai sujet. Alors, on est plus libre, en même temps on est plus contraint, parce qu'on a du travail, parce qu'on peut pas sortir comme on veut, parce que on est enfermé, parce que voilà. Je pense que tout le monde perçoit bien ces paradoxes, et c'est peut-être celui qui est le plus compliqué, le plus palpable pour chacun d'entre nous. Alors, donc dans ce paradoxe, sur quoi je me suis appuyée pour vous apporter quelques petites références philosophiques? Bah, sur le fait finalement que dans certaines pensées philosophiques de la liberté, on est vraiment en plein dans l'idée que ce paradoxe, c'est vraiment le paradoxe de
de notre situation d'être humain et de la marge de liberté dans laquelle nous mène notre condition humaine, tout simplement, et que on est face à quelque chose d'inextricable. Alors, je m'appuie pour vous développer un petit peu cette thèse, sur la philosophie de Jean-Paul Sartre, donc écrivain, philosophe français, qui a beaucoup et très bien, je trouve, mis en évidence cette idée que finalement, tout être humain, confiné, pas confiné, peu importe, il est pris entre d'une part une liberté qui est liée au fait que, puisqu'on est des êtres humains, on n'est pas des machines, on n'est pas des instruments, et qu'on est de toute façon renvoyé à un moment à notre liberté de choix. Quand on se lève le matin, vous, moi, ben, on est tous libres de prendre un thé, un café, de faire du yoga, de faire de la relaxation, de faire du pilates, d'aller sortir notre chien, etc., etc. Voilà. Donc on a tous une marge de choix qui est absolument irréductible. Personne ne peut nous l'enlever. On est libre aussi de rester dans notre lit. Enfin voilà. Et ça, personne ne peut nous l'enlever. Et ce que dit Sartre, c'est que finalement, cette liberté, elle est liée au fait que l'être humain n'est pas prédéterminé. Voilà, son existence n'est pas écrite à l'avance. Et de toute façon, il est amené à un moment à faire des choix. Et que c'est comme ça. Et qu'on ne peut pas y couper, d'une certaine manière. Notre destin n'est pas tracé. Et rien ne peut être écrit à l'avance totalement pour l'être humain. Voilà. Donc Sartre pose cette idée-là en disant que finalement c'est ça l'existence, c'est que si on avait, pour reprendre ces termes, une essence, et si on était une tasse, un ordinateur, un stylo, ben, on saurait à quoi on sert, en gros. Mais puisqu'on est des êtres humains, eh ben, on est déterminé à rien d'autre que ce que nous, on va décider de faire de notre vie. Voilà, donc c'est un petit peu ça la base de la thèse existentialiste que défend Sartre. Et à partir de là, ce qu'il dit, c'est ben, en même temps, on est pris dans des contraintes. Sartre n'est pas en train de dire tout va bien, c'est super, on fait ce qu'on veut dans notre vie. Il est bien conscient qu'on est pris dans des contraintes et que ces contraintes peuvent être parfois insupportables ou extrêmement difficiles à gérer pour nous. Et que pour autant, ben, notre liberté, elle est à l'intérieur de ces contraintes. Alors certains connaissent cette deux fameuses phrases de Sartre que je trouve tout à fait applicables à ce confinement, où Sartre va dire nous n'avons jamais été. Alors je vais prendre d'abord celle-là. Sartre dit nous sommes condamnés à être libres. Eh ben, pendant le confinement, on est condamné à être libre. Voilà, c'est comme ça. On n'a pas le choix. Il faut que tous les jours, on organise notre liberté, nos choix, et encore plus que d'habitude. Oui, alors quelqu'un dit oui, on a toutes ces libertés dont vous parlez en temps normal, libre à chacun de s'en saisir. Effectivement, en même temps, quand on est en temps normal, hors confinement, on peut aussi se mettre un peu en mode de pilotage automatique et se dire bon bah aujourd'hui, je commence mon travail à 8 heures, je prends ma voiture, je vais au boulot, je sais ce que j'ai à faire, ou alors je reçois des mails et je traite ce que j'ai à faire. Enfin, on peut aussi avoir une logique plus déterministe, plus, plus contrainte, et dire finalement, et certains d'entre vous, nous, ont peut-être beaucoup de contraintes dans leur travail ou dans leur quotidien. Quelqu'un a peut-être un aîné à s'occuper, des gens à visiter, enfin beaucoup, beaucoup de choses qui nous arrivent dans la vie qu'on ne choisit pas, qu'on vit comme des contraintes et qui sont en temps normal peut-être parfois beaucoup plus balisées. Voilà, on a une vie qui est beaucoup plus balisée, organisée, contrainte. On doit aller chercher ses enfants à l'école, on doit faire les devoirs, on doit ci, on doit ça. Voilà. Il me semble que dans cette période de confinement, c'est la même chose. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit un des participants, mais c'est accru. Il y a une espèce d'effet de catalyseur là dans le confinement où ça se voit encore plus que finalement on est condamné à être libre. Ouais, quelqu'un dit Christine, depuis que je suis confinée, je me sens moins libre. Le travail, les autres décident pour moi. Oui. Alors on a aussi effectivement des situations, je la vis un petit peu moi aussi parce que je télétravaille, où finalement le fait de travailler à distance, avec tous les contraintes que ça implique de s'organiser dans la distance, nous donne aussi un sentiment d'être plus contraint. C'est bien le paradoxe du confinement. Voilà. Et je trouve que dans les discours qu'on entend autour de nous, on a beaucoup entendu sur les réseaux sociaux, ah mais on va pouvoir faire du yoga, on va pouvoir s'initier à la danse, on va pouvoir prendre des cours de chant parce qu'on a toujours rêvé de le faire.
Et autour de moi, j'entends plein de gens qui disent oh, je vais pouvoir faire les choses que j'ai toujours rêvé de faire dans ma vie et que je ne peux pas faire. Voilà. Cette idée que dit Claude, le confinement crée de nouvelles libertés. Effectivement, il y a cette idée-là que chouette, on va pouvoir s'épanouir et faire des choses qu'on n'a jamais pu faire parce qu'on est pris dans les contraintes du quotidien. Voilà. Alors après, avec toutes les nuances hein, que j'entends tout à fait dans vos manières de vivre votre confinement à vous. Mais je pense que dans vos commentaires, il y a bien toujours cette espèce de paradoxe. Oui, on est plus libre et non, on est moins libre. Voilà. Et on est pris entre ces deux feux sans arrêt. Alors, ce que dit Sartre, c'est dire, bah oui, mais c'est ça la vie finalement. Et que le confinement, c'est un accélérateur, mais que la vie est comme ça et que on est tout le temps libre de nos choix parce que maître de nos valeurs et de ce qui va déterminer finalement nos choix fondamentaux dans la vie et en même temps contraint par tout un cadre social, le travail, la famille, le contexte autour de nous, qui nous enferme finalement. Une autre phrase de Sartre que je voulais vous citer quand il dit nous n'avons jamais été aussi libres que pendant l'occupation allemande. Je ne sais pas si certains connaissent cette phrase. Nous n'avons jamais été aussi libres que pendant l'occupation allemande. On pourrait presque dire nous n'avons jamais été aussi libres que pendant le confinement. Alors pourquoi il dit ça, Sartre, par rapport à l'occupation allemande? Parce qu'il explique que finalement, pendant l'occupation allemande, il fallait choisir son camp. Et on était obligé on pouvait difficilement ne rien faire. C'est-à-dire soit on voyait son voisin faire du marché noir et on pouvait aller le dénoncer, soit on voyait son voisin faire du marché noir et ne pas le dénoncer. Et finalement, quel que soit notre choix, c'était encore un choix. Voilà. Et je dirais que pendant le confinement, c'est un petit peu la même chose. C'est que quel que soit notre choix, de nous lever, de faire du yoga ou du pilate, de faire de la peinture ou de la musique, finalement, on est encore plus mis face à nos choix que dans une situation où on peut se laisser porter par nos routines, par nos quotidiens et par tout ce que la société finalement organise de notre vie. Voilà, donc effectivement, c'est notre perception à nous qui crée la contrainte, c'est tout à fait juste, mais on se fait aussi porter par les événements autour de nous. Voilà. Donc pour conclure sur ça, finalement, quand quelqu'un disait oui, ça dépend ce qu'on entend par liberté, on pourrait dire que le confinement nous laisse plus de liberté si on entend la liberté comme une liberté de choix. De fait, on est, pour la plupart d'entre nous, confronté à plus de liberté de choix, parce qu'on doit plus choisir comment on organise notre journée, à quelle heure on sort, à quelle heure on est chez nous, à quelle heure on mange, etc. On est moins cadré par notre vie sociale. Donc la liberté qu'on gagne finalement, c'est une liberté de choix. Par contre, la liberté qu'on perd, c'est la liberté entendue dans son sens le plus courant, le plus commun, qui est l'absence de contraintes. C'est oui, on a des contraintes. Et dire la liberté, ça serait la disparition de nos contraintes, ça serait totalement illusoire. Je ne sais pas si ça existe quelque part, mais en tout cas, dans le contexte de confinement, il est certain que ça n'existe pas. Alors, qu'est-ce que vous en dites? On n'a jamais vu ça dans l'histoire, c'est vrai. On vit dans le totalitarisme. Vous voulez dire, Céline, vous voulez dire par trop de contraintes? Ou par le fait qu'on est trop contraint par tout ce que la société nous impose aujourd'hui, comme surveillance, il y a pas mal de débats là-dessus. La liberté, je ne pense pas que soit la liberté de choix le problème, car c'est quelque chose qu'on vit déjà au chômage ou à la retraite, mais là c'est différent. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a plein de situations où finalement cette liberté de choix, on l'a. Peut-être qu'à la retraite, je pense que c'est différent. Au chômage, on a aussi une autre contrainte, qui est d'être dans une situation sociale qui peut être délicate, difficile, où on ne se sent pas de place et qui peut effectivement engendrer une autre situation, mais qui ne nous met pas dans l'absence de contraintes. Même à la retraite, les retraités pourront en témoigner, on n'a pas d'absence de contraintes. Enfin, ça me semble, effectivement, je partage ce que dit Céline, ce que dit Evelyne, qu'on n'est pas dans l'absence de contraintes. Est-ce que ces choix ils peuvent être déterminés? Alors, ce que dit Régine, que fait-il de l'inconscient? Alors, ça serait un autre débat, mais très intéressant. En fait, Sartre ne nie pas l'inconscient et les déterminismes et les contraintes, finalement, que nous pose comme limite notre inconscient, mais il considère que finalement, même si on est
Si on est dans un lieu avec tel et tel parent, dans tel milieu social, nos choix, on les fait toujours à l'intérieur de ces contraintes. Et d'où ce parallèle avec le confinement. C'est que finalement, dans le confinement, dans les murs qui nous entourent, on fait nos choix à l'intérieur de ça. On ne peut pas pousser les murs et on fait nos choix à l'intérieur. Et pour faire le parallèle avec l'inconscient, bah, on ne peut pas pousser les murs de notre inconscient, pour Sartre, mais on fait avec à l'intérieur d'eux. Voilà. C'est un peu simplifié, mais c'est ce que je répondrais à cette question-là. Voilà. Contraintes, pourquoi pas, mais pour quels avantages et quels bénéfices? Ouais, alors les contraintes, la question qu'il y a derrière et que quelqu'un a mentionné plus haut et qui me semble tout à fait pertinente, c'est de dire finalement, qu'est-ce qu'on appelle nous contrainte? C'est-à-dire que quelqu'un qui peut vivre le chômage comme une contrainte, une autre personne peut aussi le vivre comme un moment de parenthèse dans sa vie où elle a fait le choix de prendre un temps pour se réorienter. Enfin, il y a plein de manières de percevoir les contraintes qui sont différentes. Si vous percevez comme une contrainte de ne pas pouvoir sortir à l'heure que vous voulez, ben, vous allez voir ça comme une limitation de votre liberté. Par contre, si pour vous, vous dites, bah oui, c'est une contrainte, mais au fond, ça m'embête pas, bon, et ben vous allez vous aménager avec cette contrainte et ne pas la voir comme une limitation de votre liberté. Voilà, c'est une question de perception, effectivement. Et cette question de perception des contraintes, elle est totalement imbriquée dans notre conception de la liberté et elle est totalement imbriquée aussi dans notre manière de prendre sur nous et de travailler sur nous-mêmes pour accepter ou pas les contraintes qui nous entourent. Voilà. Il y a contraintes extérieures et il y a aussi contraintes intérieures. C'est-à-dire qu'on peut aussi des fois se limiter soi-même parce qu'on n'ose pas, parce qu'on n'a pas confiance en soi, voilà, pour d'autres raisons. Voilà. Donc sur liberté contrainte, je m'arrête là pour qu'on en passe à un autre. Alors très important, celui que certains ont évoqué est sur cette question, le bonheur, le malheur. Est-ce que finalement on est plus heureux? On est moins heureux? Est-ce qu'on fait plus? Est-ce qu'on fait moins? Et comment, finalement on peut s'aménager de tout ça? Alors, non, décidément, à chaque fois je clique là, mais c'est pas bon. Voilà. Alors, j'ai illustré ça par une pléiade de petits dessins que j'ai trouvés à droite à gauche. Surtout alors ce que personnellement j'ai vécu un peu comme un bombardement d'options, de possibilités, de plein de choses à faire pour nous rendre heureux pendant le confinement. Il y a eu quand même beaucoup d'injonctions dans les médias, sur les réseaux sociaux, pour faire tout un tas de choses formidables pendant le confinement, qui est tout ce qu'on n'arrive pas à faire dans sa vraie vie et dont on rêverait de se mettre à faire voilà, plein de choses pour nous épanouir. Et c'est vrai que derrière ces messages-là, je veux dire, c'est réjouissant, hein, ça nous envoie de l'optimisme, mais ça nous envoie aussi une sorte d'injonction à être heureux et à être plus heureux pendant le confinement. Et alors, je vous dis juste mon ressenti à titre personnel, c'est qu'au début, j'ai eu un peu cette espèce d'appel d'air en me disant: «Oh, le confinement, je vais faire plein de choses formidables». Et puis en même temps, j'ai eu alors toutes les autres contraintes du travail ou d'autres obligations et où je me suis dit: «Mais finalement, est-ce que je vais vraiment m'occuper pendant le confinement? Est-ce que j'ai besoin de m'occuper ou de me divertir? Ou est-ce que j'ai besoin de choses plus essentielles?» Quelqu'un avait mis plus haut aussi, on retourne à l'essentiel. Et est-ce que finalement se divertir pendant le confinement, ce n'est pas passer à côté d'une quête de l'essentiel, qui est tout autre chose que du divertissement? Alors c'est un petit peu autour de ça que j'ai réfléchi sur ce paradoxe. Alors je ne sais pas si je me suis dit que vous seriez peut-être plus à l'aise là maintenant, puisqu'on en a fait quelques-uns ensemble. Alors proposition vraie, par rapport au divertissement, est-ce que vous avez une idée de comment on pourrait construire ce paradoxe ensemble? Oui, Pascal, effectivement. Mais comment le construire? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on nous dit pendant le confinement? Vous le voyez dans les illustrations, divertissons-nous, amusons-nous, trouvons, des centaines, des milliers de moyens pour lutter contre l'ennui. Heu, voilà, comme si on aurait dit comme s'il fallait continuer à remplir nos vies avec tout un tas d'activités. Ce Effectivement, qu'elle dit encore, non? ouais, il y a cette injonction-là, on se divertit assez, on se divertit déjà bien assez pour, être anesthésié et ne pas comprendre le monde et ses enjeux. Mon seul bonheur est dans la randonnée et
la nature, je fais comment dans mon appart, effectivement, oui. Oui, alors la question c'est le divertissement, oui, on peut trouver plein de moyens de se divertir et de trouver des occupations pour ne pas s'ennuyer et peut-être pour être plus heureux et peut-être pour inventer des nouvelles activités qu'on n'avait jamais fait avant. Donc ça serait la première proposition, c'est vrai finalement. Ça peut être une opportunité de faire plein de choses qui vont nous rendre plus heureux. En même temps, deuxième proposition, que certains ont dit, ont exprimé, c'est, ben, est-ce que se divertir, c'est pas finalement se fuir ou éviter de se confronter à soi-même et s'empêcher d'aller à la rencontre de soi, comme le dit Claude? Faire ce qu'on ne pouvait pas faire avant et qui est un moyen d'aller à la rencontre de soi. Ben oui. Donc est-ce que faire ce qu'on ne pouvait pas faire avant, ça nous divertit et ça nous fait, passer le temps? Ou est-ce que faire ce qu'on ne pouvait pas faire avant, ça nous aide à aller vers nous-mêmes ou vers, une rencontre plus authentique avec nous-mêmes? Et ça, je pense que c'est une vraie contradiction, un vrai paradoxe du confinement, d'arriver à voilà, à pas tomber dans du divertissement pur qui pourrait nous donner l'impression qu'on remplit notre journée. Quelqu'un a dit ça et je partage tout à fait. Cette idée, ben, on va remplir notre journée et d'autre part, à la fin de la journée, on se dit: «Ben, en fait, j'ai fait quoi aujourd'hui d'essentiel pour moi?» Et ça, c'est un paradoxe que Pascal, alors quelqu'un, l'a mentionné, je remets son nom: «À tout seigneur, tout honneur». Donc Blaise Pascal, un philosophe français du XVIIe siècle, a fait des très, très belles phrases, que je vous recommande parce qu'elles sont tout à fait, enfin, elles font tout à fait écho à ce qu'on vit aujourd'hui. Donc dans les pensées sur cette thématique du divertissement. Et il a dit une phrase célèbre, alors qui a été beaucoup commentée, vous l'avez peut-être vu sur certains réseaux, qui disait: «J'ai dit souvent que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre». Voilà. Donc Pascal nous disait finalement on est malheureux parce que, on n'arrive pas à rester en repos dans notre chambre ou en gros, il nous incitait à rester confinés pour être heureux. Bon, je résume, mais il y a un petit peu de ça dans sa phrase. Ce que dit Pascal, alors quand il argumente ça, c'est que finalement quand l'homme, s'active dans le monde social, se livre à toutes ses activités sociales, il est dans une forme de suractivité, de surenchère, qui l'amène souvent à verser dans le divertissement. Voilà, on est tout le temps absorbé, on est tout le temps sollicité, on est tout le temps, overbooké, on est tout le temps voilà, on est tout le temps au bord du burn-out. Enfin, il y a quand même dans notre société beaucoup cette idée que, on a le temps pour rien et qu'on est pris dans une espèce de rouage infernal, d'une vie qui est une succession de choses où on travaille, où on se divertit, où on va sur internet, où on fait tout un tas de choses que Pascal voit comme, des choses qui sont, du pur divertissement et ce qu'il nous dit, c'est que, finalement, on cherche dans ce divertissement la consolation de nos misères, de nos malheurs, du fait que, finalement, au fond, on est tellement malheureux que pour échapper, à cette frustration, à ce malheur, et à cette souffrance qu'on a en nous-mêmes, on s on couvre tout ça et on dissimule tout ça sous beaucoup de distractions et de divertissement. Voilà, alors c'est pas pour dire qu'il faut arrêter de suivre les activités de l'UP, hein, pas du tout, hein, c'est pas du tout ça, Sandra, hein, mais en tout cas, il y a cette réflexion chez Pascal très intéressante, de nous prévenir contre le fait que le divertissement nous dissimule à nous-mêmes, nous cache à nous-mêmes et finalement nous rend peut-être des fois encore plus malheureux. Voilà. Encore plus malheureux parce que finalement plus on est dans l'activité et plus on est suractif et plus on est frustré et plus on se cantonne à des plaisirs immédiats ou à de la consommation immédiate et plus finalement, on en demande encore plus, quoi. Il y a une espèce de phénomène un peu d'addiction que décrit Pascal. Je sais pas, moi je pensais aux séries, si certains sont addicts à des séries, il y a un peu ça. On regarde une série et puis on veut la deuxième saison et puis on est frustré, on veut la suite, on veut la troisième, et cetera. Puis des fois, au bout du compte, on se dit: «Ah bon, bah, en fait, j'ai regardé 4 épisodes d'une série et alors? Et après? Qu'est-ce que ça m'a apporté?» Voilà. Donc oui, comme vous le dites, il y a cette idée de la peur du vide, du temps pour rien, et ce que pointe Pascal, c'est justement cette, propension des êtres humains à meubler, 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 remplir, remplir, remplir. Voilà. Donc vous voyez, même au XVIIe siècle, on en était déjà là. Heu, Ça montre que voilà, qu'on n'a pas tellement progressé sur ça, depuis le XVIIe siècle et que c'est pas la faute des réseaux, c'est pas la faute du numérique et c'est pas la faute de la société, entre guillemets «contemporaine».
Voilà, donc Pascal analyse tout ça de manière très intéressante et il dit finalement, il incite les hommes à rester en repos et il dit: «S'ils savaient rester en repos, alors ils se verraient, ils penseraient à ce qu'ils sont, d'où ils viennent et où ils vont. Bref, ils se poseraient des questions fondamentales». Heu, Cette idée ou alors que reprend Lizzie d'acceptation de la condition humaine, hein, c'est vraiment typiquement, ce que le message que veut nous dire Pascal. Il veut pas nous dire, tout va être super quand on va se pencher sur nous-mêmes. Au contraire, il va nous dire quand on va se pencher sur nous-mêmes, on va voir nos faiblesses, on va voir nos fragilités, on va voir nos failles, on va voir qu'on est mortel, qu'on est, fragile, qu'on est vulnérable. Mais au moins, on ne se voilera pas la face par rapport, à la manière de conduire notre vie. Bon, alors Pascal, philosophe chrétien, hein, donc il y a tout un contexte aussi, dans l'expression de sa thèse mais qui est quand même tout à fait, une espèce d'appel à la lucidité et de dire: «Après tout, si notre condition est faible et mortelle et misérable, voyons-le en face et peut-être que cet appel à la lucidité, nous aide à mieux vivre ou en tout cas à pas vivre dans cette espèce de course en avant, de fuite en avant où on court après, un plaisir immédiat que de toute façon on n'arrivera jamais à obtenir». Oui, alors les parents qui veulent à tout prix occuper ou divertir leurs enfants pour ne pas qu'ils s'ennuient, avec un éventuel risque de brimer leur créativité ou leur liberté. Voilà, ça c'est tout à fait pascalien, heu et c'est tout à fait, dans cette idée de dire: «Mais il y a aussi une vertu de l'ennui, il y a aussi une vertu de la lucidité à affronter nos propres failles ou nos propres fragilités» et que sur le moment, c'est peut-être pas forcément très agréable ou très réjouissant, mais qu'au fond, ça peut nous mettre sur la quête d'un bonheur qui n'est pas, simplement conçu comme, succession de plaisirs, ce qui est une conception, voilà, que certains philosophes défendent, hein, du bonheur, mais d'un bonheur qui est plus, une quête de sérénité, d'absence de troubles, hein, pour reprendre peut-être les stoïciens dans lequel Pascal est un petit peu. Dire on va plutôt supprimer les sources de souffrance plutôt que de chercher à les faire disparaître sous une accumulation de plaisirs immédiats. Voilà. Oui, donc n'oubliez pas, je vois le lien de Sandra. Si vous restez encore un petit peu, ça sera avec grand plaisir parce que je vais me dépêcher pour avancer, mais si vous devez effectivement partir, vos retours m'intéressent aussi beaucoup. Voilà, donc dans ce paradoxe-là du bonheur ou de l'ennui ou du divertissement, on a vraiment 2 voies. On a vraiment cette voie qui dit: «La vie heureuse, c'est simplement une succession de plaisirs» parce on ne peut viser rien d'autre, en tant qu'homme. Ou on a la voie qui consiste à dire, «Bon et bien notre bonheur va au-delà des plaisirs». Heu, je réponds en même temps, hop, et notre bonheur passe plutôt par une recherche, plus ardue, plus ingrate, de suppression des troubles ou de suppression des souffrances ou de suppression de ce qu'on ne comprend pas, par rapport à notre propre existence. Voilà. Dans l'idée, on n'arrivera jamais à dire: «Tout va bien, on est heureux et on est formidable», mais dans l'idée, comment on vit avec ça? Et la proposition de Pascal va vraiment dans ce sens-là. On peut continuer 15-20 minutes, ça va? OK. Alors j'en avais d'autres des paradoxes, hein, mais on pourra continuer l'échange, l'échange, hors du temps qui nous est imparti. Alors, à partir de là, donc vous avez vu que l'idée à chaque fois, c'est bien de penser, que ces paradoxes, ils sont pas ré on ne peut pas les résoudre. Bon, vous en avez d'autres, vous en avez déjà proposé, vous pourrez, réfléchir. Je vous laisserai mon mail si vous voulez qu'on continue l'échange. Alors, juste par rapport aux 3 qu'on a exposés, donc la question de la solitude ou de l'isolement, la question du bonheur, ou du divertissement et puis la question de la liberté. Comment vous trouvez que les philosophes procèdent? Est-ce que, pour traiter ces paradoxes? Est-ce qu'ils trouvent une solution? C'est la réponse A. Est-ce qu'ils nous disent: «Bah non, finalement la contradiction, c'est la condition humaine et point, on peut rien faire de plus que l'accepter»? Ou est-ce qu'ils déplacent leur cadre en nous disant: «Voilà, les propositions, elles sont contradictoires parce qu'en fait, elles parlent pas de la même vision du bonheur, de la liberté et cetera». Comment est-ce que vous avez compris les choses? Alors, c'est aussi lié à la manière dont moi je les ai un peu abordées, mais OK. Donc vous dites B, vous dites C, il y a un petit peu des 2. C'est vrai que ça dépend aussi comment chacun, interprète, le cheminement qu'on a eu. Oui,
ils disent, Pascal dit, oui, bah, la contradiction, c'est dans la condition humaine. Sartre va dire, bah oui, la liberté humaine, elle est comme ça. Elle est prise dans les contraintes et il faut faire avec ça. En même temps, ils déplacent leur carte de référence puisqu'ils nous disent, bah oui, mais la liberté, si on l'entend de cette manière, on est dans le paradoxe. Si on l'entend de cette autre manière, on est dans l'autre volet du paradoxe. Voilà. Donc précisément, les philosophes essaient de naviguer là-dedans et ça me fait plaisir que personne ne mette la réponse A, au sens où ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que précisément le paradoxe, il est indépassable. Alors, comment on fait avec ça donc pour finir, comment on fait pour faire en sorte que tous ces paradoxes qui sont indépassables, ben, on arrive quand même à vivre avec ça et puis qu'on s'enferme pas dans notre trou en disant: «Oh misère, les contradictions sont insurmontables et comme on va être malheureux». Je pense qu'on est assez formaté aussi dans nos sociétés occidentales à considérer que, mmh, q qu'on agit selon un principe de cohérence, voilà. Que ce qu'on fait, ça doit être cohérent, que nos actes doivent être en accord avec notre pensée, qu'on a une idée de la vérité et de la logique et que, on est finalement, toujours obligé d'être dans une forme de pensée un peu linéaire ou qui privilégie la cohérence. Voilà. Il y a plein de manières de dépasser ça et je pense que pour vivre avec les paradoxes, il faut dépasser ça. C'est ce que je vous propose comme piste, hein, on n'ira pas plus loin que des pistes. Cette espèce d'ouverture à la pluralité des points de vue. Alors je vous ai mis Gregory Bateson, qui n'est pas un philosophe, mais qui est un anthropologue et psychologue, contemporain, enfin après pas tout à fait contemporain, il est décédé dans les années 80 et Gregory Bateson a beaucoup travaillé sur les paradoxes puisque, étant anthropologue, il a étudié, bah, des peuples, de toute nature et dans des pays qui nous sont tout à fait, étrangers par rapport à notre culture occidentale et il a repéré que ce qui pour nous pouvait être un paradoxe sur un plan dans notre culture occidentale, pouvait être perçu de manière totalement différente dans des sociétés, alors dites primitives avec tous les guillemets qu'il nous faut. Et il a identifié ces points-là. Alors que je vous énumère, l'humour, effectivement, alors vous avez tous vu, j'ai repris quelques petites caricatures, mais je pense que vous voyez passer sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, sur Facebook, plein de petites choses amusantes et drôles par rapport au confinement. Donc il y a plein de choses amusantes et c'est un moyen de se décaler, de prendre de la distance et de dire bon bah puisqu'on en est là, autant en rire, autant s'amuser avec ça. Et que ça, c'est une manière de dépasser les paradoxes, sachant qu'il y a plein de traits d'humour qui se basent sur des paradoxes. Vous regarderez, vous relirez certaines choses ou certaines caricatures et j'ai eu aucun mal à trouver des petits exemples de caricatures qui se basaient sur des paradoxes, hein. C'est vraiment un ressort très très important. Les rituels. Alors je pensais dans le cadre du confinement à ce rituel d'applaudir les soignants le soir. Alors quel que soit le point de vue qu'on a sur ça, c'est un rituel et c'est une manière de restaurer du collectif, de donner un autre point de vue, de donner du retour, de donner du feedback finalement et de se placer autrement que simplement dans, le fait qu'ils font leur travail. Voilà, c'est un autre regard. La fiction, la lecture, les films, le cinéma. J'étais interpellée par le succès de La Peste. Vous avez peut-être entendu ça, que le livre de Camus, La Peste, a des records de relecture ou de lecture pour ceux qui ne le connaissaient pas. Le film Contagion aussi de Soderbergh, qui est un des films qui a été fait sur les pandémies, a aussi, eu un nombre de visionnages assez extraordinaire et donc du coup, il y a vraiment cette idée-là que pour comprendre et pour s'approprier les paradoxes de la situation qu'on vit, on a besoin de littérature, on a besoin de cinéma, on a besoin de livres, on a besoin de faire passer ça par la fiction et que la fiction, c'est une manière de changer de système de référence. Voilà. On prend plus les choses pareilles, on les prend sous un angle imaginaire ou fictionnel qui nous installe dans le paradoxe, mais qui nous permet de vivre avec. La pensée critique, alors ça c'est plutôt côté la philosophie ou la réflexion de manière générale. Il n'y a pas que la réflexion philosophique, mais de réfléchir aux choses telles qu'on le fait aujourd'hui, hein. Là, je fais du paradoxe dans le paradoxe. C'est aussi une manière de dire, bah oui, il y a des paradoxes, et alors soyons dans le paradoxe, restons dedans, et restons effectivement dans la contradiction, et installons-nous dans cette contradiction, sans chercher à la dépasser. Et ça, je pense que c'est une manière d'accepter, qui n'est pas de se résigner, mais d'accepter. Et je fais une allusion assez vite à ce que dit Edgar Morin, alors qui a été vraiment un tenant de la pensée complexe et de la complexité. Et quand il nous incite à dire reliez, faites des liens entre tout ce qui arrive.
à tout ce qui se passe autour de vous. Vous voyez, ben, moi j'ai fait des liens entre le discours d'Emmanuel Macron et la philosophie de Pascal ou de Sartre. Bon, ben, faites aussi des liens. Je pense que c'est une manière de donner du sens et de dire oui, il y a plein de paradoxes, mais installons-nous dedans et donnons-leur du sens. La collapsologie aussi, ouais, c'est un moyen de réfléchir à ça. Ne simplifiez pas, et j'allais dire ne simplifiez jamais. Ne dites pas oui, on a trouvé la solution miracle, c'est la chloroquine. Ça, c'est une manière d'être dans des discours de simplification. On sait tous que la science et la médecine est beaucoup plus compliquée que de dire on a trouvé une solution miracle. Donc ne tombez jamais dans le piège de la simplification. Je pense que ça peut être rassurant de simplifier, mais en même temps, c'est toujours s'installer dans une illusion, dans un leurre qu'on va trouver une solution miracle. Et c'est une manière de nier le paradoxe. Bah oui, il y a un paradoxe et il n'y a pas de solution simple. Donc admettons-le et vivons avec ça. Accepter le désordre. Alors Edgar Morin dit dans un de ses textes que finalement la nature, alors c'est les principes de thermodynamique, de physique, la nature tend naturellement vers le désordre. Contrairement à ce que nous on reconstruit dans notre science moderne, la nature tend au désordre. Et donc acceptons qu'il y ait du désordre, acceptons que le déroulement du monde soit pas selon l'ordre que nous on a prévu, nous qui savons tout dans notre, voilà, c'est l'entropie, que Emmanuel cite le mot savant pour dire ça, que notre société occidentale est quand même très très réticente à accepter le désordre. On a une société qui est très organisée, très balisée, où chaque chose doit avoir sa place. On n'accepte pas le risque zéro, on n'accepte pas la mort, on n'accepte pas la maladie. Et quelque part, je pense que tout ça nous amène à mal vivre les paradoxes de la situation de confinement dans laquelle nous sommes. Et si on accepte simplement que le désordre, c'est finalement l'ordre de la nature, c'est le mouvement naturel des choses. Je dis pas qu'on est heureux et que tout va bien, mais au moins on se heurte pas à un mur et on reste pas dans nos illusions que on va trouver des solutions simples à des problèmes complexes. On ne peut pas trouver des solutions simples à des problèmes complexes, en tout cas pas pour ce à quoi nous sommes confrontés. Voilà. Ceux qui sont encore là, je vous laisse la parole. Je ne sais pas si vous pouvez ouvrir vos micros, mais si vous pouvez, ce sera avec grand plaisir. Si vous avez encore, on va se donner jusqu'à 18h30. Si vous avez encore un petit moment d'échange. Je vous remercie en tout cas, ceux qui doivent nous quitter. Prenez le temps de remplir le questionnaire. Je serai aussi très intéressée par vos retours. Et merci beaucoup pour votre écoute si nombreux, votre interactivité, vos remarques. J'espère que je pourrai récupérer le chat parce qu'il y a plein d'idées très intéressantes. Est-ce que je peux me présenter? Oui, donc je m'appelle Anne Bourreau, donc je suis agrégée de philosophie, j'ai enseigné pendant à peu près une quinzaine d'années et aujourd'hui je travaille à l'université de Haute-Alsace, donc à Mulhouse, et je suis responsable d'un service documentation. Voilà. Mais toujours très intéressée par la philosophie et j'anime des ateliers philosophiques avec l'UP. Voilà, d'où le fait que ça me semblait intéressant de pouvoir continuer les échanges philosophiques dans le cadre dans lequel nous sommes aujourd'hui. Voilà, est-ce que vous pouvez me voir? Je pensais que vous me voyiez en fait. Je pensais que vous me voyez, je ne sais pas comment on fait pour que vous puissiez me voir. Mais je vais essayer parce que si certains veulent ouvrir leur micro, ah bon, il y en a qui me voient. OK. Donc si certains veulent ouvrir leur micro pour intervenir ou poser une question, voilà, vous avez quelques références, mais vous aurez l'accès, je pense, au support. Donc, OK, merci beaucoup. Ça me fait droit au cœur vos retours qui sont très positifs. C'est vraiment très, très agréable. Merci beaucoup. Donc voilà, si vous voulez pas ouvrir vos micros, mais poser vos questions, vous pouvez aussi. J'ai pas pu réagir au vol à toutes vos remarques, mais il y avait beaucoup de choses très riches et très intéressantes. Alors a priori, j'ai proposé un autre sujet à l'UP qui serait pourquoi est-il si difficile de changer? Mais si vous avez des idées de sujets que vous voulez mettre dans le chat, je prends avec grand plaisir. Voilà. Donc voilà, je vais vous dire le prochain sujet que j'avais envisagé, c'était celui-là, je vous l'ai écrit, qui était quand même aussi lié à la situation d'aujourd'hui.
Mais si vous avez d'autres idées, ça sera avec grand plaisir que je les prendrai et que je pourrai en faire mon miel. Voilà, c'était sur ce sujet que j'avais envie de réfléchir. Le lâcher prise, ouais, je note. Ouais, cette question du changement, je pense qu'elle est très intéressante parce que je trouve qu'à la fois sur un plan personnel, on a été obligé de changer et en même temps, on entend sans cesse, le fait que, le monde d'après sera pas comme le monde d'avant. Enfin, voilà. Donc cette question du changement, moi, elle me semblait, assez d'actualité et en tout cas, moi, elle faisait écho à pas mal de préoccupations que j'ai. Ouais, réponse le 4 mai à 17 h. Est-ce qu'on aura le courage de changer le monde d'après? Et pourquoi est-il si difficile d'avoir ce courage-là? Est-ce que c'est même une question de courage? Je ne sais pas. Le déconfinement, ouais, vaste sujet, effectivement, mais qui touche aussi à cette question du changement, à la question de l'avant, de l'après. Ouais, je vais essayer de vous préparer quelque chose sur ce sujet pour le 4 mai à 17 h. Très bien, bah écoutez, je crois que on va clore ce temps-là. Je vous remercie infiniment pour votre présence si nombreux. Et politique et courage, oui, ce serait aussi un vaste sujet. Je vais vous laisser mon mail, hein, si vous voulez m'envoyer des propositions, ça sera avec plaisir que j'essaierai de les prendre en compte. Ben voilà, je vous remercie. Je remercie Sandra, Émilie, avec qui j'ai pu échanger pour préparer cette conférence. Et merci à elle de m'avoir fait confiance pour ce temps et cette discussion. J'espère que ça vous a intéressé. Merci de vos retours à tous et à très bientôt. Au Et revoir. merci beaucoup Anne d'avoir répondu à notre invitation. Donc nous sommes vraiment ravis des retours que nous font aujourd'hui les auditeurs. Donc un prochain rendez-vous avec Anne. Et puis pour ce qui concerne donc la programmation de l'Université populaire du Rhin, d'autres visioconférences donc sont proposées cette semaine sur des thématiques un peu différentes, l'intelligence émotionnelle au service de votre carrière. Donc ça, c'est demain, mercredi à 14 h. Comment faire bonne impression et être à son avantage à l'écran, demain également à 17 h 30. Le monde des personnalités. Donc vous retrouvez en fait toute la programmation des visioconférences de l'Université populaire du Rhin sur le site internet universitépopulaire.fr. Et puis j'espère que voilà, vous continuerez à nous suivre. Et encore merci Anne pour votre intervention. Je crois qu'aujourd'hui on a eu un super retour aussi de la part des auditeurs, donc on est ravis. Et puis une excellente soirée à tous et à très bientôt. Merci Sandra, bonne soirée. Bonne soirée. Voilà. Christian quitte la réunion. Bye bye à tous. Quittez la réunion. Voulez-vous? Oui.